Eh ben, merci Jacob, et à travers toi, merci au Parlement des philosophes. Et je me fais sans aucun doute l'interprète d'un sentiment général, de permettre qu'en ces temps où fleurit la langue de bois, soit actualisée une parole de scandale dont on n'a pas fini d'entendre parler. La notion de spectacle, dont les situationnistes ont fait leur concept critique le plus connu, est une notion équivoque. Sa banalité apparente a été pour beaucoup dans le fait qu'il soit employé par nombre de coquins qui s'autorisent de guide de bord en toute inconscience ou en toute imposture. Le comble de ces impostures, qui sont le plus conscientes, étant qu'on va jusqu'à attribuer aux situationnistes et à Guy Debord, au déni de l'évidence et des déclarations explicites de Guy Debord, une haine des images. Je cite quand même, par exemple, l'avis qu'il donne en tête de son panégyrique. Les tromperies dominantes de l'époque sont en passe de faire oublier que la vérité peut se voir aussi dans les images. Et on sait, et on le verra tout à l'heure, que Debord n'a jamais méprisé l'usage des images. Mon propos ne sera pourtant pas de préciser la théorie situationniste du spectacle. Il sera beaucoup plus modeste. Enfin, en même temps, plus modeste et plus ambitieux. Modeste parce qu'il va se limiter à situer le concept situationniste de spectacle. Ambitieux car il prétend en marquer le développement en articulant l'analyse du spectacle à l'analyse de la marchandise. Je rappelle que la société du spectacle est désignée comme société spectaculaire marchande. Guy Debord lui donne une consistance critique rigoureuse, mais, en tout cas c'est l'hypothèse que je voudrais proposer, il ne va pas au bout du chemin. Alors, ce terme de spectacle, est-ce qu'il serait tout simplement une banalité de base? Est-ce qu'il n'y a pas une exagération à y voir un concept de l'analyse critique? Alors c'est vrai que le spectacle n'est pas sorti tout armé de la cuisse de Guy Debord, ni de sa gueule de bois un jour de migraine, à l'instar de certains récits de la naissance de la fille de Zeus. La notion de spectacle est introduite par Guy Debord dans le rapport sur la construction des situations, en 1957. C'est un texte qui est à l'origine de la fondation de l'Internationale situationniste et qui est d'ailleurs réédité dans les éditions Mille et une nuits. Et la première occurrence de la notion de spectacle est à propos du dramaturge allemand Bert Brecht. Je cite Guy Debord, c'est à la page 28 de l'édition Mille et une nuits, c'est à la page 696 dans la réédition par Fayard de la totalité des revues internationales situationnistes. Je cite donc. Seule l'expérience menée par Bert Brecht à Berlin nous est proche, par sa mise en question de la notion classique de spectacle. La signification de cette proximité revendiquée est donc claire. Ce qui intéresse Guy Debord, c'est l'effort que fait Brecht pour casser l'illusion théâtrale par ce que l'on appelle la distanciation. Au rebours
de l'ambition théâtrale d'obtenir une identification du spectateur au personnage mis en spectacle, il y a la volonté de donner la conscience de cet écart entre le spectacle et la vie réelle, et de faire du spectacle non pas un instrument de désengagement de la vraie vie, mais au contraire même un outil permettant d'intervenir mieux encore dans la réalité. Il y a presque de la pédagogie et même de l'intervention dans la conception brechtienne du théâtre. Ça, c'est la première occurrence. Il y en a une deuxième, qui est encore plus claire. Je cite, c'est à la page 699 de la réédition chez Fayard. Il est facile de voir à quel point est attachée l'aliénation du vieux monde, le principe même du spectacle, la non-intervention. Est ici introduite la notion d'aliénation, donc, qui fonctionne comme une définition de l'illusion théâtrale. Et l'idée que le vieux monde est un monde de la dépossession de soi au profit de l'identification illusoire dans les personnages du spectacle. Vous me direz, rien de particulièrement situationniste dans tout cela, même si la première thèse de la société du spectacle prend cette observation comme point de départ, je la cite, elle est bien connue. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Rien de particulièrement situationniste apparemment. Et d'ailleurs, il sera dans les premières années de l'Internationale assez peu question de spectacle. Ce qui deviendra, assez rapidement d'ailleurs, un concept central est dans un premier temps un peu laissé de côté. Les situationnistes sont davantage préoccupés par l'expérimentation ludique, la dérive, l'urbanisme unitaire. C'est à partir du numéro 4 d'International situationniste, numéro de juin 1960, que la notion de spectacle va être systématiquement cette fois utilisée comme un concept critique. Et il n'est pas indifférent de préciser le moment de cette reprise de la notion de spectacle et le moment dans lequel cette notion va peu à peu devenir un véritable concept critique. Ce moment, c'est d'abord celui de la fréquentation par Guy Debord et Raoul Vaneigem du philosophe Henri Lefebvre. On sait que cette amitié, qui fut brève, mais violente, dura approximativement de 1959 à 1962, et qu'elle fut pour beaucoup dans ce qu'on peut appeler le marxisme de Guy Debord. Pour être juste d'ailleurs, il faut préciser que ce marxisme de Guy Debord est redevable non seulement à Henri Lefebvre, mais aussi au groupe réuni autour de la revue Socialisme ou Barbarie. J'ai parlé de Lefebvre. Il serait bien sûr réducteur d'identifier aux seuls ouvrages publiés par lui ce que Guy Debord a appris. La curiosité intellectuelle et la familiarité de l'auteur de la critique de la vie quotidienne, livre important pour les situationnistes, publié par Henri Lefebvre en 1961. Cette curiosité intellectuelle et cette familiarité avec la langue allemande de Henri Lefebvre permettent d'imaginer qu'il a fait profiter de manière informelle ses amis de ses connaissances d'auteurs qui, à la date, étaient en France largement inconnus. On peut parler de Theodor Adorno, on peut parler de Günther Anders, on
peut parler de Georg Lukács, on peut parler de Karl Korsch. Bon, il est vrai que quelques-uns de ces auteurs, de ce qu'on pourrait appeler un marxisme hétérodoxe, ont été également publiés par la revue Argument de Kostas Axelos, qui à l'époque était lu attentivement par les situationnistes. Je parle de l'amitié d'Henri Lefebvre et je dis que cette amitié fut importante. On sait que Lefebvre et Debord se sont appropriés, chacun pour leur compte, ce qui avait sans doute été le produit commun de leurs longues discussions, ce qui a d'ailleurs donné des accusations réciproques, anecdotiques ou misérables, de copie et de plagiat. Il n'empêche que la relation paradoxale que Henri Lefebvre a entretenue jusqu'à la fin de sa vie avec le marxisme traditionnel et son organisation politique n'est pas sans analogie avec le rapport paradoxal de Guy Debord avec le marxisme. Je rappelle tout de même que Henri Lefebvre, même s'il a toujours été un philosophe marxiste turbulent, qui a à plusieurs reprises pris ses distances avec le Parti communiste, a finalement été un auteur du Parti communiste, revendiqué comme tel, édité par lui. Donc, relation qui, pendant plusieurs dizaines d'années, a été une relation d'amour-haine, en même temps écart avec le marxisme traditionnel, et pourtant, il y avait une cohérence de la pensée de Henri Lefebvre avec des pans entiers de ce marxisme traditionnel. Henri Lefebvre avait voulu maintenir une orthodoxie quant à la représentation marxiste de la société capitaliste et des luttes de classe, et pourtant, et en même temps, revendiquer un développement moderne de la théorie de Marx. Et c'est vrai que quand je parle d'une analogie avec ce rapport paradoxal de Guy Debord avec le marxisme, je préciserai dans quelques minutes à quel point, en dépit du fait que Guy Debord ait donné les moyens théoriques de rompre radicalement avec le marxisme traditionnel, avec la vision du marxisme que la tradition du mouvement ouvrier avait laissée, eh bien Guy Debord ne s'est jamais départi d'une solidarité prolétarienne finalement très gauchiste avec la classe ouvrière. J'ai parlé d'Henri Lefebvre. Un autre auteur est important. La reprise critique de la notion de spectacle s'effectue ensuite au moment où les travaux de Joseph Gabel sur l'analogie entre aliénation mentale et aliénation politique aboutissent à la publication de sa thèse très importante qui sera publiée aux éditions de Minuit dans la collection d'arguments, justement, sous le titre de « La fausse conscience », publication en 1962. L'ouvrage de Joseph Gabel est important parce qu'en élaborant la notion marxiste d'aliénation au moyen des apports de la psychiatrie, l'auteur met en évidence l'intérêt des notions connexes de réification, de fétichisme, tant pour l'analyse des formes sociales de l'aliénation que pour ses formes psychotiques et singulièrement pour la schizophrénie. Joseph Gabel estime d'ailleurs que la part la plus importante de la pensée de Marx n'est justement pas ce que la tradition en a retenu, et dont, à son avis, il n'y a rien à conserver. Joseph Gabel s'est à plusieurs reprises exprimé sur ce sujet. Je donne un seul exemple.
dans son essai sur communisme et dialectique, publié en 1958, Joseph Goebbels explique que le problème Lukács justement, pose dans toute son acuité celui des rapports du marxisme, qui ne saurait être que dialectique, et de sa réalisation étatique. C'est donc le problème général des rapports et de l'incompatibilité du marxisme et du communisme qui se trouve posé à travers son cas personnel. Joseph Goebbels estime que ne peut être encore utilisé de Marx que sa théorie de l'aliénation. C'est là qu'il voit le seul marxisme authentique. Et c'est la raison pour laquelle lui, pour sa part, se revendique du marxisme et conteste que soient marxistes les tenants de l'interprétation traditionnelle de Marx. Pour lui, Goebbels l'explique à la page 7 de La fausse conscience, Marx apparaît comme l'un des fondateurs de la psychologie politique. Pour lui, il l'écrit à 2 reprises, dans exactement les mêmes termes, à la page 7 et à la page 237 de La fausse conscience, ce qui prouve que pour lui c'est important. Pour lui donc, le marxisme est en fait une théorie de la pensée délirante. Et je ne peux que penser à ce que disait Michel Henry, que le marxisme était la somme des contresens sur la pensée de Marx. En se revendiquant du marxisme, quoique d'un marxisme ouvert, et en désignant, paradoxalement, le marxisme traditionnel ou orthodoxe, dit dogmatique, comme un exemple parfait de pensée réifiante et réifiée, Joseph Goebbels était au cœur des débats qui agitaient à la date différents groupes qui s'attachaient à évaluer, à réévaluer l'intérêt de la pensée de Marx. La question de l'évaluation de l'usage qu'en faisaient les marxistes, qu'ils soient au pouvoir ou pas, était au centre des débats. Quelle fonction avait la théorie marxiste dans les sociétés du socialisme réel? Et si le marxisme, dans son usage étatique, n'était pas le marxisme authentique, quel était celui-ci? Dans tous ces débats, la notion d'aliénation était un enjeu stratégique. En effet, si elle recoupait la question de l'importance à accorder aux écrits de jeunesse de Marx, ainsi que la question de la scientificité de ces écrits de maturité, elle constituait un outil d'analyse du fonctionnement idéologique des sociétés, y compris de celle du socialisme réel, ce qui, bien légitimement, suscitait la méfiance de leurs défenseurs. Je me suis un peu attardé sur ce qu'il en était de cette mêlée critique des années qui étaient entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60. Et il y a lieu de se demander pourquoi, alors que la discussion était animée dans tous ces cercles critiques, dans tous ces groupes, pourquoi les situationnistes ont voulu maintenir et donner une consistance de concept critique à la notion de spectacle. En effet, on peut considérer que cette notion était une première manière, intuitive peut-être, de vouloir saisir des phénomènes que le marxisme prétend saisir avec les concepts de l'aliénation, du fétichisme, de la réification. Les situationnistes prétendaient intervenir dans la culture, dans l'art, en tout cas dans la première époque de leur action, c'est-à-dire dans ce que la tradition marxiste désigne comme les superstructures idéologiques ou culturelles, là où la lutte des classes se manifeste par la lutte contre les formes aliénantes de la culture et pour une culture participant à l'émancipation.
Ce projet, dans sa formulation générale, correspond apparemment au projet situationniste. On pouvait imaginer une marxisation de la notion de spectacle qui serait devenue une version plus moderne ou plus puissante des concepts de l'aliénation, du fétichisme, de la réification. Ce n'est pas le choix qu'ont fait les situationnistes. Pourquoi ? Une réponse pourrait être qu'ils avaient la conviction un peu hautaine, de constituer une théorie qui, je cite une proposition de Guy Debord dans Avertissement pour la 3e édition française de la Société du spectacle, un avertissement qu'il a ajouté lors de sa réédition chez Gallimard en 1992, je cite, « Les situationnistes avaient la conviction de constituer une théorie qui aura été la première à définir avec exactitude les conditions générales de l'histoire présente. » Une théorie qui aura été la première à définir avec exactitude les conditions générales de l'histoire présente. Leur propos n'était donc pas d'en faire l'aggiornamento de la théorie critique de Marx, mais au contraire d'y intégrer ce que Marx et d'autres, éventuellement, j'ai évoqué Henri Lefebvre, j'ai évoqué Joseph Gabel, ce que d'autres pouvaient lui apporter. Processus que les situationnistes ont présenté de manière explicite. J'en veux pour preuve ce qu'écrit Mustapha Khayati dans le numéro 10 d'International Situationniste, aux pages 54-55. Je cite Mustapha Khayati. « Nous utilisons des concepts déterminés, déjà utilisés par les spécialistes, mais en leur donnant un contenu nouveau. Le mot aliénation, par exemple, un des concepts clés pour la compréhension de la société moderne. » Une autre réponse serait qu'en faisant le choix d'élaborer la notion de spectacle en concept critique et de le faire hors du calme des bibliothèques et du débat des colloques, les situationnistes se sont donné les moyens de l'aiguiser à l'occasion des multiples modalités de la pratique radicale. En cela, ils n'ont pas agi en philosophes, mais en stratèges. Jacob rappelait tout à l'heure la réponse de Debord à Agamben. « Je ne suis pas un philosophe, je suis un stratège. » En cela, ils reprenaient le geste de Marx plutôt que la théorie marxiste. En cela, ils ont, à la hauteur de leur ambition, et même au-delà de leur ambition, je pense, réinventé la théorie radicale. Le spectacle est en fait un concept paradoxal. L'essai de 1966, le déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande, manifeste que le spectacle est devenu la catégorie critique centrale de la théorie situationniste. Publié dans le numéro 10 de la revue, c'est-à-dire en mars 1966, il témoigne de l'intense activité de l'Internationale. Guy Debord et Raoul Vaneigem sont en train de rédiger leur livre de théorie, comme dit Debord, et dans quelques mois, ici même, le scandale de Strasbourg fera connaître à la France entière la misère en millions étudiants. Dans cet essai, on lit ceci. C'est à la page 9 de l'essai « Le déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande ». On peut la lire à la page 421 de la réédition Fayard. On lit donc ceci, je lis. « Le spectacle est universel comme la marchandise. Mais le monde de la marchandise étant fondé sur une opposition de classe, la marchandise est elle-même hiérarchique.
L'obligation pour la marchandise et donc pour le spectacle, qui informe le monde de la marchandise, d'être à la fois universel et hiérarchique, aboutit à une hiérarchisation universelle. Mais du fait que cette hiérarchisation doit rester inavouée, elle se traduit en valorisation hiérarchique, inavouable, parce qu'irrationnelle, dans un monde de la rationalisation sans raison. À la lecture de ce texte, on y entend la greffe des concepts du marxisme sur la théorie situationniste. Celle-ci, maintenant, prétend à la rigueur. Elle introduit les concepts de marchandise, de lutte des classes. La société capitaliste moderne, d'ailleurs, la société du spectacle, est en rigueur désignée comme société spectaculaire marchande. Et pourtant, à bien y regarder, cette greffe de marxisme est équivoque. Première citation. La marchandise est hiérarchique. Cette hiérarchie désigne naturellement le fait que, entre les deux aspects de la marchandise, que sont la valeur d'usage et la valeur d'échange, seule la valeur d'échange présente de l'intérêt pour le cycle capitaliste. Et donc, que la valeur d'échange est le maître, et que la valeur d'usage, le négligeable serviteur. Il est vrai que Guy Debord préfère une métaphore plus guerrière. Je cite, Société du spectacle, thèse 46, la valeur d'échange est le condottiere de la valeur d'usage. En soulignant que cette hiérarchie inavouée est au service de l'inavouable mouvement de la valorisation capitaliste, l'essai formule exactement la thèse de Marx, que le mouvement du capital est le mouvement d'un sujet automate qui passe sans fin de la forme argent à la forme marchandise et de la forme marchandise à la forme argent, mouvement dans lequel bourgeois et prolétaires ne sont que des agents de fonction. Le terme de sujet automate est un terme qui, dans la tradition marxiste, en particulier française, n'est pas connu. En effet, on trouve dans l'édition allemande du Capital le texte que je traduis, c'est pas moi qui traduis, c'est Joseph Roy, dans la circulation AM A', argent, marchandise, davantage d'argent. Marchandise et argent ne fonctionnent que comme des formes différentes de la valeur elle-même, de manière que l'un est la forme générale, l'autre la forme particulière, argent, marchandise, et pour ainsi dire dissimulée. Dans la marchandise, forme particulière, la valeur est dissimulée. La valeur passe constamment d'une forme à l'autre, sans se perdre dans ce mouvement. Joseph Roy coupe ici la phrase allemande. La phrase allemande continue. C'est ce qu'on appelle la transformation de la valeur en sujet automate. La notion de sujet automate n'est pas indifférente. Ça veut dire en clair que le seul sujet capitaliste, c'est la valeur. Qu'il n'y a pas de prolétariat sujet ou de bourgeoisie sujet. Marx est explicite à ce sujet. Et la volonté d'identifier le prolétariat en sujet, qui serait destiné à devenir pour soi alors qu'il était en soi, ou d'une classe capitaliste, les bourgeois, qui seraient eux aussi des sujets, c'est, on va dire, une vision hegelienne, dont Marx, à l'époque du Capital, s'est débarrassé. On pourrait à cet égard relire un petit peu Michel Henry, qui là-dessus a des pages très précises. Je continue. Ce sujet automate, donc, le spectacle informe ce monde de la marchandise, le spectacle œuvre à la cohérence idéologique de ce monde de la marchandise. La formulation est originale, elle intègre la notion de spectacle, mais le phénomène
D'autres auteurs ont contribué à le faire connaître. Je pourrais par exemple évoquer Max Weber ou bien Karl Mannheim, qui sont des auteurs que si Guy Debord ne les a pas lus lui-même, il a sûrement entendu parler d'eux par Henri Lefebvre. Mais on pourrait également citer Émile Durkheim et son analyse de l'idéologie. Première citation qui est effectivement conforme à la pensée de Marx. La marchandise est hiérarchique. Quand on va jusqu'au bout de l'analyse de la marchandise par Marx, on aboutit à l'identification du mouvement de la valeur comme sujet automate, et on aboutit donc à cette espèce de dépréciation des deux pôles de ce mouvement et des agents de fonction qui les incarnent de manière empirique, comme étant quelque chose qui est une erreur. Erreur qui, en revanche, constitue la vulgate du marxisme traditionnel. Le marxisme traditionnel, depuis à la date plus d'un siècle, partait de la première observation, la misère, l'opposition de classe. Deuxième citation. Le monde de la marchandise est fondé sur une opposition de classe. Cette formule qui est également extraite de l'extrait de l'essai cité, elle contredit la formule précédente. Car pour Marx, ce n'est pas l'opposition de classe qui fonde le monde de la marchandise. C'est au contraire le monde de la marchandise qui fonde l'opposition de classe. Encore une fois, bourgeois et prolétaires ne sont que des agents de fonction du cycle de la valorisation. Et on touche là à l'équivoque de la critique situationniste de la marchandise et de la notion de spectacle. Une équivoque que l'Internationale partage d'ailleurs avec l'ensemble du marxisme traditionnel, y compris dans ses courants hétérodoxes. J'ai tout à l'heure presque paraphrasé Georg Lukács. Ce qui est en question ici, c'est le fétichisme de la marchandise. En prenant pour cible la société de la marchandise, société spectaculaire marchande, l'Internationale situationniste ne s'est pas trompé d'ennemi. Le paradoxe, en revanche, c'est que, par son refus radical du travail et son refus radical du spectacle, elle se donnait aussi les armes pour en faire une critique radicale, une critique à partir de la racine. Mais de ces armes, l'Internationale situationniste n'a pas évalué toute la portée. Quand je parle de refus radical du travail, je pense par exemple au slogan « Ne travaillez jamais », slogan tracé, paraît-il, par Guy Debord en 1953, rue de Seine, et qui lui était particulièrement cher, puisqu'il le reproduit dans le tome second de ses panégyriques, 1997 chez Fayard. L'Internationale situationniste n'a pas été conséquente. Elle s'est donné les armes d'une critique radicale de la société spectaculaire marchande, mais elle a maintenu la position traditionnelle qui fait de la lutte des classes le phénomène premier et la circulation des marchandises le phénomène second. En quelque sorte, elle a reculé devant l'analyse du fétichisme de la marchandise, l'analyse de la forme-valeur, l'analyse de son emprise sur la totalité sociale, ce qui l'aurait amené à critiquer toutes les catégories fétiches sécrétées par la forme-valeur. Or, seule la critique de la forme-valeur est susceptible de donner la clé des formes spectaculaires et de déterminer la réalité de ces formes. Illusion, réalité. Dans les textes situationnistes, la teneur de réalité du spectacle n'est pas toujours dépourvue d'ambiguïté. La force d'attraction de l'interprétation psychiatrisante de l'aliénation n'a sans doute pas facilité les choses. De même, dans une brochure qui fut publiée ici même, il y a plus de 40 ans, on peut lire ceci. Je cite, c'est à la page 10 de la brochure de la misère au milieu étudiant, que vous avez tous sur les genoux.
la mise en spectacle de la réification sous le capitalisme moderne impose à chacun un rôle dans la passivité généralisée, rôle qu'il assumera en élément positif et conservateur dans le fonctionnement du système marchand. Un appel de notes permet à l'auteur de préciser que, je cite, ces concepts de spectacle, de rôle, etc., sont employés dans le sens situationniste. Mais ce sens situationniste ne permet pas vraiment de déterminer s'il s'agit ici d'une illusion théâtrale ou d'une emprise réelle. En revanche, on peut dire que le marxisme traditionnel, dans sa méfiance vis-à-vis de l'analyse du fétichisme de la marchandise, est, lui, très conséquent. On connaît la célèbre mise en garde de Louis Althusser, qui recommandait de ne surtout pas commencer la lecture du Capital avec le chapitre sur la marchandise. Premier chapitre. Chapitre trop difficile, chapitre trop périlleux, et de n'y venir qu'après avoir lu tout le reste, ou peu s'en faut. On pourrait voir là un symptôme de la déformation universitaire vulgaire, de la conception schématique du marxisme, dont le résumé pédagogique attribué à Staline est l'exemple canonique. Je fais bien sûr allusion à la petite brochure publiée en 1938, Matérialisme historique et matérialisme dialectique. Je ne m'attarde pas, Michel Henry fait de cette déformation une analyse décisive. Il est clair qu'en comprenant le mouvement de la valeur et l'emprise de la forme valeur, on risquait d'élucider la lutte des classes comme une lutte interne au mouvement du capital, et le renversement de l'un des pôles de ce mouvement comme une simple redistribution spectaculaire des rôles au sein d'une formation sociale tout aussi capitaliste. Ce qui donnait, pour comprendre la nature des sociétés du socialisme réel, des outils autrement performants que les notions de déformation bureaucratique ou de dégénérescence révisionniste. Je lis à la thèse 17 de la Société du spectacle de Guy Debord la phrase suivante. Le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. Dans sa concision, cette proposition de Guy Debord condense le concept de spectacle. En la développant, on met en évidence ce qui est en même temps la force de ce concept, mais aussi sa faiblesse. En quoi il se réapproprie la critique radicale par Marx du fétichisme, et en quoi il permet une interprétation idéalisante du fétichisme. Est-il nécessaire de souligner que cette interprétation idéalisante du fétichisme n'est que l'autre face de l'interprétation objectiviste? Est-il nécessaire de souligner que l'opposition de l'une à l'autre de ces deux faces est précisément le cercle vicieux dans lequel le marxisme traditionnel reste enfermé? Les premières occurrences du concept de spectacle mettent l'accent sur la séparation. Séparation entre les spectateurs et le spectacle. Séparation entre la vraie vie et la survie spectaculaire. Séparation réelle entre les spectateurs qui n'ont de lien que par et dans le spectacle. Ces formulations, justes, n'évitent pas que l'on comprenne comme la désignation d'un écart entre ce qui est réel et ce qui est illusion, entre ce qui est de la terre et ce qui est du ciel, entre ce qui est vérité sensuelle et croyance religieuse, ce qu'il en est du spectacle. Et l'usage de la notion de spectacle n'a pas évité ces interprétations, somme toute, très marxistes. Le développement de la proposition de Guy Debord, en revanche, permet de renouer avec la conception critique, celle de Marx, et de retrouver un concept que la tradition marxiste, elle, n'a pas retenu. Je cite un fragment de la thèse 4 de la Société du spectacle de Guy Debord.
Le capital n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Cette formulation est démarquée du Capital de Marx et elle rappelle une connaissance de base. Le capital n'est pas une chose, mais un rapport social. Ce n'est pas une somme d'argent, mais de la valeur représentée sous forme d'argent, qui entre dans un cycle où elle va se transformer pour se représenter sous forme de marchandises, pour se transformer encore et se représenter de nouveau sous la forme d'argent. Mais au cours de ce cycle, elle aura augmenté. Et elle aura augmenté grâce à la force de travail humain qui aura été dépensée. Pardonnez-moi ce rappel extrêmement schématique. Nous allons voir qu'il est essentiel pour comprendre la thèse de Debord, de repartir de l'analyse de la marchandise. En effet, voir une marchandise quelconque comme un produit particulier, c'est se faire une illusion. Parce que ce produit, ce que produit la dépense de travail humain, ce n'est pas un produit particulier présentant une valeur d'usage. C'est un produit général. C'est de la valeur qui se présente dans un produit particulier comme la valeur d'échange de ce produit particulier. En fait, la réalité de la marchandise, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est la cristallisation du travail humain en valeur. Et ce qu'on voit de la marchandise, c'est une illusion. C'est un objet d'intérêt négligeable du point de vue de la valeur. D'ailleurs, cet intérêt négligeable est de plus en plus négligé, puisque l'intérêt réel, la valeur d'usage, est de plus en plus faible dans les marchandises aujourd'hui. On peut formuler cela en disant que le travail humain, tel qu'il se manifeste dans la production des marchandises, n'a d'intérêt, entendons-nous, d'intérêt pour le sujet automate, dont j'ai rappelé qu'il était le seul sujet. Le travail humain n'a d'intérêt qu'en tant qu'il se cristallise en valeur invisible. On parlera de travail abstrait. Non parce qu'il n'est pas réel, il n'y a rien de plus réel au contraire, ni parce qu'il serait immatériel, il peut au contraire être extrêmement matériel. Et ça, c'est une illusion que certaines idéologies postmodernes cultivent, que le travail abstrait et le travail immatériel désigneraient la même réalité. C'est faux. En fait, il est abstrait parce qu'on ne le voit pas. On peut parler d'abstraction réelle, dans la mesure où il s'agit de quelque chose d'abstrait et qui pourtant n'est pas un objet de pensée, mais une véritable réalité sociale. Alors, j'ai introduit la notion d'abstraction réelle, qui est sans doute étrangère à beaucoup, qui n'est pas utilisée dans la tradition française. La notion d'abstraction réelle a été introduite par Alfred Sohn-Rethel, un philosophe allemand scandaleusement méconnu en France. Je crois qu'il n'y a quasiment rien de traduit en français de lui. Il y a eu il y a quelques années un petit fragment qui a été traduit par une revue qui aujourd'hui n'existe plus dans la forme de l'époque. Alfred Sohn-Rethel a introduit l'idée de l'abstraction réelle dans un essai de 1961, actuellement non traduit en français, et qui s'appelle « Forme marchandise et forme de pensée ». Une fois de plus, pardonnez cette longue digression. En fait, ça n'en est pas une. Je ne me suis pas écarté de l'élucidation par Guy Debord du concept de spectacle. En définissant le spectacle comme une condensation imagée du capital, Debord va à l'essentiel. Il le définit comme une accumulation d'images dont la vérité est aussi invisible qu'est invisible la vérité de la marchandise et dont la réalité est aussi réelle qu'elle. Ce qui, au rebours de toutes les compréhensions idéalisantes du spectacle comme des vessies dont il faudrait se détourner, comme un tissu d'illusions qu'il faudrait rejeter, comme de la poudre aux yeux qu'il faudrait secouer, considère le spectacle comme la manifestation très réelle du capital et le lieu très concret
de la guerre sociale. On est à 100 lieues d'une conception de la représentation comme opposée à la réalité et susceptible de détourner d'elle. Le spectacle, c'est le capital dans son abstraction réelle. Il n'est pas la superstructure idéologique d'une base réduite à la pratique économique. Ça, c'est la vulgate de la tradition marxiste. Et ça donne une consistance inattendue à Lautréamont. Je cite Lautréamont. Poésie 2, 1870. Je cite Lautréamont. Les idées s'améliorent, le sens des mots y participe, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique, il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste. J'ai cité Lautréamont, je précise tout de même que cette citation constitue littéralement la thèse 207 de la Société du spectacle. Le spectacle ne désigne pas un niveau idéologique surplombant comme une brume la réalité sociale. Le spectacle est une abstraction réelle de cette réalité sociale. Et la lutte dans la culture, comme les situationnistes désignaient au commencement leur action, n'a pas moins de consistance que la lutte salariale. Marx, chez Lautréamont, le plagiat et la pratique situationniste du détournement n'ont pas moins de consistance que l'activité syndicale. Ce qui justifie que les situationnistes se considéreront comme plus à leur place à côté des ouvriers qu'à côté des artistes, puisque ceux-ci, croyant par leur position même de spécialistes à la pseudo-réalité spectaculaire de l'art, restent aveugles à la vérité de son abstraction réelle, qu'on ne rend visible qu'à la dépouiller de ses oripeaux, en la révélant pour ce que c'est, de la marchandise. Thèse 193 de la Société du spectacle, la culture est devenue intégralement marchandise. J'ai peur d'être trop long. Je conclus. J'avais intitulé la dernière partie de mon intervention avec un petit clin d'œil au marquis de Sade. Situationniste, encore un effort. J'ai voulu montrer que si l'élaboration du spectacle comme concept critique, en s'appuyant sur l'analyse de Marx de la marchandise, permettait aux situationnistes de formuler de la société une critique totale, et je rappelle la phrase de Guy Debord, le spectacle est universel comme la marchandise, eh bien, les situationnistes n'ont pas été jusqu'au bout de cette élaboration. Chose que j'ai désignée comme une inconséquence, dans la mesure où, en même temps que cette critique radicale que permet le concept de spectacle, la théorie situationniste affirmait aussi le refus inconditionnel du travail. Malheureusement, ce refus du travail, ce juste refus du travail, a surtout été déployé dans la direction d'une revendication romantique, en sous-estimant la force subversive qu'il a dans la théorie. En effet, le refus du travail, si on l'élabore à partir de l'analyse de la marchandise, on n'en sort pas, prend la consistance du refus non pas de l'activité humaine, mais de la dépense capitaliste de force de travail humaine qui permet la valorisation de la valeur. Le travail, en vérité, c'est cette abstraction réelle que constitue le travail abstrait. Et refuser le travail, c'est refuser d'entrer dans le cycle de la valorisation capitaliste. Faire l'éloge du travail, au contraire, c'est faire l'éloge de l'apparence trompeuse que prend le travail abstrait dans son effectuation particulière, de production d'une marchandise particulière, dont l'utilité réelle est indifférente à la valeur. À cet égard, la distribution du produit du travail est indifférente au cycle capitaliste. Elle ne remet pas en cause la forme valeur. La lutte salariale et la lutte des classes se manifestent donc dans cette perspective comme un phénomène secondaire, interne à la structure fétichiste de la forme valeur. Que penser du concept situationniste de spectacle? Eh bien, je dirais qu'il aura été le premier pas vers ce qu'on pourrait appeler un post-marxisme dont la tâche serait de constituer la théorie critique radicale de la dernière société de la préhistoire fétichiste de l'humanité. De Marx à Debord, puis de Debord à Marx, et après.
Je vous remercie.